Il s'agit donc aujourd'hui pour nous de revenir sur la condition ouvrière, un texte donc issu de un texte rassemblé par différents écrits de Simone Weil. Simone Weil, donc, qui est une philosophe, bien sûr, née en 1909, morte en 1943. L'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer comment la machine à l'usine est le levier de la critique. Alors, avant d'en arriver là, ce que je voulais d'abord souligner concernant Simone Weil et son engagement philosophique, c'est que sa préoccupation fondamentale, récurrente, quels que soient ses écrits, c'est, comme elle le dit, c'est de chercher à être en contact avec la réalité. Et cette notion, cette préoccupation, en fait, cette idée de contact va nous servir en quelque sorte de ligne pour penser comment on peut effectivement formuler l'hypothèse que la machine est un levier pour penser la critique, sous-entendu la critique, autrement dit pour penser en quoi la condition ouvrière est une condition qui opprime et non pas simplement exploite les travailleurs. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, de toute façon, je verrai vos visages. Alors, en tout cas, pourquoi d'abord, revenons un tout petit peu sur cette affaire de contact. Simone Weil, en 1938, écrit à Georges Bernanos, le fameux écrivain espagnol, vous savez, Georges Bernanos, qui, lui, est engagé au départ du côté des franquistes pendant la guerre d'Espagne, et se trouve très, préoccupé, bouleversé sur le plan moral, parce que il est face aux exactions commises par les franquistes, et donc cela l'amène à réfléchir, à reprendre ses positions. Inversement, Simone Weil, elle, se trouve de l'autre côté de la barricade, pour ainsi dire, puisqu'elle a rejoint les troupes anarchistes, pour, au contraire, je vais arriver aux ouvriers à l'usine, pour au contraire tenter de, en fait, soutenir la démocratie espagnole naissante, etc. Et de la même façon que Bernanos, elle éprouve avec extrêmement de souffrance les exactions commises cette fois-ci par ceux de son camp. Ce qui fait qu'il communique ainsi, il s'adresse différentes lettres, et en réalité, pour Simone Weil, le point essentiel, c'est qu'elle lui dit, c'est que finalement, tout change lorsqu'on est en contact avec la vie réelle. Et elle souligne que ce qui lui a toujours fait le plus horreur, en tant qu'intellectuelle, c'est d'être dans la position, d'une manière ou d'une autre, de ceux qui se trouvent à l'arrière. Et ainsi, évidemment, vous aurez compris que quand on est en contact, les choses deviennent extrêmement complexes, bien plus complexes que lorsqu'on est en arrière. Il s'avère que lorsqu'on est en arrière ou en théorie, les choses sont parfois beaucoup plus nettes, beaucoup plus faciles à transmettre. Mais justement, Simone Weil a un goût extrêmement aigu pour la contradiction. Autrement dit, il y a une autre formule qu'elle livre aussi à Georges Bernanos dans cette lettre de 1938. Elle lui dit: le réel, c'est la contradiction. Bref, pour la petite histoire, Bernanos est mort avec la lettre de Simone Weil dans la poche de sa veste, donc c'est dire si c'était important comme échange. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que précisément, Simone Weil, comme peut-être vous le savez, s'est engagée comme ouvrière, a tenu, je vais vous montrer une petite photo qui le prouve, a tenu à tenter de se faire ouvrière pendant une expérience, on va dire, qui a duré 8 mois, de 1934 à 1935, comme philosophe. Au départ, Simone Weil est agrégée de philosophie à ce moment-là, très jeune agrégée, et elle décide, en fait, non sans difficulté d'ailleurs, elle décide de penser le monde ouvrier. Ça fait un moment qu'elle est préoccupée parce qu'elle participe déjà à des revues syndicales comme la Révolution prolétarienne, etc. Mais elle se dit, il faut
il faut que je tente d'y aller. Quand je dis il faut que je tente d'y aller, parce qu'en fait, à l'époque, c'était compliqué. Il fallait avoir ce qu'on appelle un passeport ouvrier. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voyez ces numéros, un numéro de matricule. Il fallait être identifié comme ouvrier, de sorte à ce que les patrons puissent ensuite vous faire passer d'une usine à une autre. Elle y parvient parce que le paradoxe, c'est que Simone Veil vient d'un milieu plutôt favorisé, bourgeois. Elle connaît par ailleurs un certain nombre de gens qui partagent ses préoccupations, et donc notamment Auguste de Theuff, un chef, un patron en fait, qui réussit à la faire rentrer. Donc elle va à l'usine, et alors souvent, ceux qui ne connaissent pas Simone Veil, et même ceux qui l'ont connue d'ailleurs, au départ, le premier mouvement, c'est de se dire oui, bon bah ça va, elle a fait 8 mois à l'usine. Qu'est-ce qu'elle a pu y penser? Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt en réalité s'il n'y avait pas eu la préoccupation dont j'ai essayé de vous parler fondamentalement au départ, à savoir une préoccupation philosophique profonde, qui est de savoir ce que ça fait. Un peu comme dirait Bob Dylan, how does it feel? Pardon pour l'accent. C'est-à-dire, la question philosophique fondamentale pour Simone Veil, c'est de savoir que le réel est fait d'impressions. Pour saisir ce que c'est que la réalité ou la vérité, je suis trop près du micro, eh bien, il faut essayer de saisir ce qu'elle appelle l'éclat de la réalité. Et donc, c'est à partir de ces impressions qu'on peut ensuite tenter de formuler une vérité. Voilà. Et donc, évidemment, ça veut dire que Simone Veil n'apprend pas grand-chose en théorie sur le monde ouvrier en allant à l'usine. En théorie. Et en pratique, comme elle le dit à son amie Albertine Thévenon, ça change absolument toute la perspective qu'elle a sur les choses. Elle dit, voilà, finalement, j'ai mis le passage en gras. Donc Albertine Thévenon, qui fait partie des gens qui étaient très sceptiques vis-à-vis de son expérience, qui est elle-même syndicaliste, et qui dit, oui, bon, c'est bon, Simone, c'est pas en allant à l'usine que tu vas comprendre quoi que ce soit au prolétariat, parce que tu es de toute façon une bourgeoise. Et tu vas aller t'amuser à l'usine. En réalité, Simone Veil convainc assez vite Albertine et Thévenon, pardon, et notamment elle dit cette expérience qui correspond par bien des côtés à ce que j'attendais en diffère par un abîme, c'est la réalité, non plus l'imagination. Elle a changé pour moi non pas telle ou telle de mes idées, beaucoup ont été au contraire confirmées, mais infiniment plus, toute ma perspective sur les choses, le sentiment même que j'ai de la vie. Donc, en théorie, encore une fois, elle est confortée. Simone Veil, ça fait un moment qu'elle milite auprès des syndicats ouvriers. Donc, en théorie, tout va bien. Enfin, tout va bien. En théorie, pas de transformation. Mais que veut dire ce changement de perspective? Eh bien, en fait, ça veut dire que la perspective, qu'est-ce que c'est? C'est le passage, en fait, de l'extérieur, la théorie, à l'intérieur, ou si on veut dire, de l'imagination à la réalité. Et alors là, j'y arrive à mes machines, parce qu'à l'intérieur de l'usine, qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui produit finalement le travail ouvrier? Ou je ne sais même pas si... Enfin, Simone Veil n'est pas d'accord même pour parler de travail. Eh bien, c'est la machine. Au centre, le levier, c'est-à-dire ce qui me met en contact avec l'organisation du travail, c'est la machine. D'accord? C'est-à-dire que pour penser l'usine de l'intérieur, ça va être signifié pour Simone Veil, penser l'organisation du travail. Et donc, au centre de ça, au centre de cette organisation, principalement, il y a ce qu'on peut appeler l'organisation machinique du travail. On peut, voilà, donc de manière centrale, il y a la machine. Nous verrons surtout que ça permet pour Simone Veil de réfléchir à quelque chose de très important, qui est le passage de l'exploitation, une conception de l'exploitation, c'est-à-dire l'exploitation économique, l'exploitation au sens où effectivement, au moment où elle travaille à l'usine, il n'y a pas du tout de congés payés, les salaires sont assez mal calculés, etc. Exploitation à l'oppression. Et l'oppression, c'est une forme d'abaissement, on pourrait dire, c'est le fait d'être abaissé sur le plan moral, c'est l'humiliation que vivent les ouvriers, qui ne peuvent en aucune manière concevoir ce qu'ils font à l'usine. Et cette espèce d'abaissement moral, cette espèce de malheur, comme elle dit, parce qu'elle utilise le mot malheur pour décrire cet abaissement ou cette oppression, eh bien ça, on le saisit, si et seulement si, de son point de vue, on arrive à comprendre ce que ça fait de l'intérieur.
En ce sens, à la fin de la lettre, il y a un autre passage que j'ai mis en gras, où Simone Veil écrit à son amie Albertine Thévenon, « Quand je pense que les grands chefs bolcheviques prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu'aucun d'eux n'avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n'avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté pour les ouvriers, la politique m'apparaît comme une sinistre rigolade. » Alors, elle est un petit peu féroce, bon, Simone Veil, elle est un petit peu comme ça. Mais en fait, indépendamment de la formule, il s'agit surtout de pointer le fait, et fait qui est absolument, on verra ça avec Gunther Anders aussi, fait qui est remarquable sur le plan historique. Si vous allez en 1934 dans une usine américaine capitaliste, donc menée par Ford par exemple, enfin suivant le régime fordiste, vous avez exactement les mêmes modalités de production que si vous allez chez Alstom à Paris ou à Moscou, en fait, dans une usine suivant le modèle stalinien, etc. Donc, en réalité, si je prends l'ouvrier russe, l'ouvrier américain ou l'ouvrier parisien, au final, ils vivent suivant la même condition. La condition ouvrière, c'est cette condition d'individus, d'hommes et de femmes, qui sont finalement tenus dans une forme d'abaissement, un abaissement significativement important sur le plan moral. Simone Veil va y voir aussi là-dessus la racine de ce qu'on peut rappeler, même s'il faut toujours un petit peu se méfier de cet adjectif quand il arrive trop vite, mais un ordre totalitaire. Bon, je vais y arriver après, très vite. Donc, je vous propose, j'espère que, voilà, je vous propose de montrer assez rapidement en 3 points en quoi la machine est effectivement un levier pour penser un levier critique, pour penser en fait, pour penser l'organisation du travail à l'usine, et finalement aussi, il ne faut pas perdre de vue que penser l'organisation du travail à l'usine, pour Simone Veil, c'est aussi se donner les moyens de penser l'oppression beaucoup plus générale que politique en fait, donc en 1934-1935, donc juste pendant, avant l'avènement des systèmes totalitaires. Ok. Donc dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? On peut le dire ça en 3 points. Premièrement, parce que c'est ce que j'ai un petit peu déjà dit, c'est que finalement la machine permet de comprendre ce que signifie l'oppression, ce que signifie l'humiliation ou l'abaissement de la pensée que j'ai évoqué. Et pourquoi principalement ? Parce que la machine confisque l'intelligence. On verra qu'elle est un objet magique, en tout cas qui apparaît comme tel aux yeux des ouvriers. Simone Veil a une formule très très belle, je trouve, dans les réflexions sur les causes de l'oppression de la liberté sociale. Elle dit que la machine, c'est de la pensée cristallisée en métal. Alors bien sûr, nous on entend métal, mais ce qui est le plus intéressant, il me semble-t-il, c'est la cristallisation. Ce que veut dire par là, c'est que la pensée implique au contraire la fluidité, l'aller-retour, la réflexion, voyez. Et là, la machine ferme, bloque. Deuxième élément que nous verrons très vite, c'est que, entendu que puisqu'il ne peut plus penser, puisque l'ouvrier est posé devant sa machine, eh bien, sa place, la place qu'il doit occuper, c'est tant que faire se peut, celle d'une chose. L'ouvrier idéal, dans ce contexte, est réduit à l'état de molécule ou de rouage. Voilà. Et enfin, troisième moment, toute critique, du coup, profonde, radicale, disons même, usons du mot révolutionnaire, de l'aliénation, doit passer par une transformation de l'organisation technique du travail. Donc, par une transformation de la machine, et nous évoquerons à ce moment-là les fameuses machines soupes dont Valérie Prat nous a parlé hier. Alors, premièrement, premier moment, donc, abaissement de la pensée, j'ai mis machine, la machine comme objet magique. Parce qu'en effet, à plusieurs occasions, dans le journal d'usine que rédige Simone Veil donc pendant son expérience ouvrière, elle revient sur le rapport de l'ouvrier à la machine, qui est un rapport très brutal, très violent, puisque alors évidemment on a tous en tête, et j'y reviendrai, le fait que l'ouvrier
est conduit dans son travail par la machine et du coup est toujours un petit peu soumis à une cadence, etc. Mais bien davantage encore, ce qu'elle dit très souvent, c'est que pour travailler, l'ouvrier est face à une machine dont il ne comprend pas le fonctionnement, parce qu'il n'est pas nécessairement, voire très rarement régleur lui-même, et du coup il se trouve devant un objet magique, un objet à qui lui-même fait violence en fait, puisqu'il ne sait pas le réparer. Donc voilà, il y a un personnage, enfin une personne, parce que c'est une vraie personne, Jaco, bon, qui est évidemment mort, vous imaginez, mais Jaco qui était donc un ouvrier, camarade de Simone Veil, avec lequel elle avait tissé des liens particuliers. Voilà, donc la presse qui ne marchait pas et Jaco. Il est clair que pour Jaco, cette presse était un mystère, et de même la cause qui l'empêchait de marcher. Non pas simplement en tant que facteur inconnu, mais en soi, en quelque sorte. Ça ne marche pas, comme un refus de la machine. Donc là, et donc à plusieurs reprises, elle revient sur ce qu'elle appelle le mystère de la fabrication. Donc là, on est presque face à un être, la machine, qui est qui est mystérieux, qui produit des effets que l'on doit quasiment supplier. Des fois, on bidouille un peu, ça fonctionne, on ne sait pas trop comment, etc. Et en tout cas, qui heurte toujours. C'est un objet de supplication, pour ainsi dire. Un peu une figure quasi divine, on pourrait dire. Et en ce sens-là, la machine, quand tout à l'heure je parlais que c'était un objet qui confisquait l'intelligence, la machine, c'est aussi un objet d'oppression sociale très fort, puisqu'elle est quand même fabriquée par des ingénieurs qui, eux, connaissent bien sûr le fonctionnement de la machine, mais qui l'imposent à des ouvriers qui, eux, l'utilisent. Donc en fait, pour Simone Veil, la machine à cet endroit-là, c'est vraiment le symbole de la puissance, pas au sens de la puissance de l'oppression sociale, puisque l'oppression sociale, c'est d'abord l'abaissement de la pensée. C'est-à-dire, à partir du moment où j'impose quelque chose à quelqu'un sans lui donner la possibilité de le comprendre, sans lui donner la possibilité de travailler avec, eh bien nécessairement, la hiérarchie devient aveugle et brutale. Deuxième élément important, donc je vous les ai mis, pourquoi machine, la machine comme objet magique, c'est parce que l'usine elle-même procède d'une organisation machinique où les ordres sont coupés, on pourrait dire, de l'ordre du monde, c'est-à-dire du bon sens, au sens de Descartes. Et là encore, on est heurté. La pensée se heurte à l'impossibilité de composer avec ce qui peut sembler être de l'ordre de ce qui va de soi. Et là, au moins 5 fois dans la condition ouvrière, à plusieurs fois, donc du coup 5 fois, dans plusieurs textes, parce que la condition ouvrière, c'est d'abord de la correspondance, des conférences, le journal d'usine, donc 5 fois en tout cas. Elle revient sur cet épisode qui l'a beaucoup marqué, puisque sans doute que ça s'est répété. Les jours de pluie battante, spectacle singulier de voir le troupeau des femmes arriver avant que ça ouvre. Rester debout sous la pluie à côté de cette petite porte ouverte. En attendant la sonnerie, aucune protestation, aucune réaction. Alors vous voyez, c'est quand même incroyable. Les femmes arrivent avant que ça ouvre et elles sont devant une petite porte ouverte. Donc cela signifie bien que l'organisation de l'usine elle-même est en totale contradiction avec le bon sens qui veut que lorsqu'il pleut, on cherche à s'abriter. Et donc là, l'usine, alors pourquoi elle y revient? Parce que bon, ok, 1 fois, 2 fois, 5 fois quand même, forcément, moi je me suis dit, il faut y penser à ces petites dames sous la pluie. Bien parce que, du coup, ça signale que l'usine n'est pas un lieu habitable, ce n'est pas un abri. C'est un lieu qui demeure étranger, alors même qu'on y passe 10 heures, 12 heures par jour, alors même qu'on use sa santé, etc. Et que parfois on y meurt, évidemment. Eh bien, là aussi, cela pointe l'idée donc alors je récapitule, donc machine, pourquoi à deux endroits au moins? D'abord, parce que devant la presse, devant la machine, je suis étranger, dans l'usine, je suis étranger, et tout ça fait écho à une idée qu'a Simone Veil, qu'elle dévoile à Robert Guilleneuf en 1935. Donc lui, Robert Guilleneuf, dit Léon, c'est pour ceux qui connaissent,
C'est un homme très très intéressant qui a un syndicaliste très engagé et qui, né en 1899, mort en 1986, qui lui-même a été essayé de faire la même expérience que Simone Veil, mais carrément en Union soviétique à l'époque. Il y est resté 10 ans, de 1923 à 1933. Il est rentré extrêmement déçu. Voilà, plus que déçu, même catastrophé, mais il est toujours resté membre du Parti communiste français. En ce sens, si vous êtes membre du Parti communiste français, peut-être que vous le connaissez. Il a par ailleurs écrit dans La Révolution prolétarienne avec Pierre Monax et Simone Veil, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés. Bref. Et là, dans ce texte qui est, me semble-t-il, extrêmement important à transmettre, Simone Veil explique en quoi consiste justement l'oppression. L'oppression consiste toujours dans, non pas moi devant un chef, ou comment dire, l'oppression consiste dans, c'est toujours un problème de coordination. Et là aussi, on retrouve l'idée de la machine. Alors, elle distingue en fait 3 types de coordination en fonction de si elle est, enfin, du plus libre au moins libre, hein, d'accord, dans cette lettre. Je vais donc résumer, enfin, vous avez le texte, j'espère que vous arrivez à le lire. Elle dit, voilà, premièrement, voilà, je distingue 3 stades dans la coordination des actions humaines. Le premier peut être représenté par une équipe de déménageurs qui transportent un meuble lourd et fragile dans un escalier tournant. Donc là, c'est le premier stade qui est le stade donc le plus libre. La coordination des mouvements est conçue simultanément à chaque instant par l'esprit de chacun d'eux. Même s'il y a des ordres donnés et reçus, ils sont libres et égaux. Un orchestre fournit, je crois, un exemple analogue. Une coordination de cette espèce rend seule possible une volonté générale, notion géniale de Rousseau. Voilà. Donc là, on est au top, on pourrait dire, hein, au sommet de la liberté. C'est donc la volonté générale. Nous faisons quelque chose ensemble. Voilà, chacun a une place et chacun perçoit le sens général de ce qui se produit. Bon, ce qui est quand même assez difficile. Le deuxième stade peut être représenté par un bateau à voile à l'ancienne mode. La coordination n'existe plus que dans un seul esprit, celui du chef. Dès lors, la subordination devient quelque chose d'humiliant. Néanmoins, un chef humain peut encore beaucoup, je crois, à ce stade pour l'alléger. On peut toujours aller négocier. Voilà, on a un petit dictateur, un petit tyran, un petit chef, mais bon, voilà, on va le voir, écoute, voilà, calme-toi, est-ce que tu veux un petit peu d'eau, voilà, on essaye de négocier. Il y a un être humain, on peut lui parler. Dans une grande usine, c'est là le 3e stade, les choses deviennent si compliquées qu'aucun esprit ne peut tout mettre en rapport. La coordination est alors confiée pour une large part à des signes et à des choses matérielles. Quand les diverses activités humaines sont par la spécialisation impénétrables les unes aux autres et d'autre part enchevêtrées d'une manière si compliquée que ce genre de coordination est seul possible, toute coordination constitue une oppression intolérable. À ce moment, plus il y a d'unité, plus l'esclavage est pesant. C'est pourquoi on ne peut rien imaginer de plus horrible que les régimes totalitaires, etc., etc. Donc, vous voyez, donc, évidemment, vous avez compris hein, que l'usine, potentiellement, telle qu'en tout cas Simone Veil l'expérimente, eh bien, c'est un lieu où que l'on peut penser comme une sorte de laboratoire de ce qu'elle nomme déjà en 1935 un régime totalitaire. Et de ce fait, j'en arrive à mon deuxième point, l'enjeu, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il puisque, en fait, plus rien n'est puisqu'on ne pense plus, puisque la pensée est, puisqu'il est impossible en fait de se figurer ce qu'on fait vraiment à l'usine, puisque, eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement la place de l'ouvrier est la place de l'ouvrier idéale pour accomplir en fait le mouvement machinique de l'usine. Enfin voilà. Hein, eh bien, c'est de devenir soi-même rouage. Alors évidemment, je vous ai mis la photo la plus classique du monde, hein, Charlie Chaplin, les temps modernes. Alors c'est en partie parce que je manque d'imagination, mais c'est aussi, figurez-vous, que Simone Veil a été totalement bouleversée par le film qu'elle a été voir en 1929. Et donc vraiment, elle pense que Charlie Chaplin a eu ici une sorte de révélation géniale et qu'il a pensé réellement. Elle a dit voilà, je n'ai jamais rien vu de plus intelligent
sur la condition des ouvriers. Voilà, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis Charlie Chaplin. C'est pas uniquement parce que je manque d'imagination. Alors, ouais, d'ailleurs, par exemple, elle le dit à Auguste de Teuf, preuve. Vous avez vu les temps modernes, je suppose. La machine à manger, voilà le plus beau et le plus vrai symbole de la situation des ouvriers dans l'usine. Vous voyez, donc voilà. Mais j'ai pas le temps de trop rester sur ma machine à manger. Vous l'avez vu peut-être, vous aussi, la machine à manger. Voilà. Donc, la condition ouvrière, je disais, conduit l'ouvrier idéal à devenir rouage. Et donc, place au centre la question de l'effacement du travail comme mise en œuvre de la pensée au profit de l'accomplissement de modes de production centrés sur la répétition de tâches les plus efficaces possibles, sans qu'il ne soit désormais nécessaire de se demander ce qu'on fait. D'accord ? Donc il y a un glissement, travail, tâche. En somme, Simone Weil dit, à l'usine, on ne travaille pas. Pourquoi ? Parce qu'à l'usine, on ne projette pas sa pensée sur la matière, on ne peut pas d'une manière ou d'une autre, concevoir ce que l'on fait, puis d'ailleurs, de toute façon, c'est pas ce qu'on nous demande. Donc, le travail devient tâche. Et dans une conférence qu'elle écrit en 1937 sur la rationalisation, donc toujours un texte publié dans La Condition ouvrière, Simone Weil insiste. Alors, Simone Weil, dans ce texte-là, est d'une férocité esquisse contre Taylor. C'est très drôle. Enfin, je trouve le texte vraiment non seulement extrêmement puissant sur le plan intellectuel, mais en plus extrêmement drôle. Donc Taylor, on prend pour son grade en quelque sorte. Taylor, vous savez, le taylorisme, l'idée que vraiment on va pouvoir en fait gagner en efficacité tout simplement en annulant le travail. Autrement dit, son idée principale, c'est que pour un bon ouvrier, c'est un ouvrier qui ne prend jamais aucune forme d'initiative, certainement pas, et que en fait il faut évacuer le risque, parce qu'il faut aussi évacuer la pensée. Il faut en sorte arriver à la production d'un ouvrier type, neutralisé, et qui correspondrait à un travail type divisé. Et là-dessus, cet abaissement du travail en tâches produit toute une série d'abaissements extrêmement profonds et graves. Premier abaissement singulier, je sais pas comment dire, c'est pas abaissement en fait, c'est une espèce de glissement ou de transformation, de changement de perspective. Enfin, bref, on va trouver le mot. C'est moi qui devrais le trouver d'ailleurs. C'est-à-dire que on passe par exemple du rythme à la cadence. Alors ça c'est fondamental. Simone Weil y revient très souvent. Travailler en rythme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais organiser mon temps de travail. Là par exemple, j'ai 40 minutes pour vous exposer quelque chose, je m'organise tant que faire se peut, comme je l'entends. En l'occurrence, c'est quand même moi qui donne le rythme à ma conférence. Cependant, j'ai 40 minutes. Voilà. Donc j'ai une contrainte. Si jamais Camille m'avait imposé une cadence, cela signifiait que à chaque phrase, elle me dirait là tu passes de là à là, et voilà, ce serait extraordinaire parce qu'au bout d'un moment, évidemment, je ne saurais plus ce que je vous raconte et je ne pense pas que vous compreniez grand-chose. Mais la cadence, cela signifie, c'est très pratique. C'est très pratique parce que ça veut dire qu'en fait, je vais évacuer la singularité, les hésitations, l'imagination, tout ce qui nuit en fait à la production d'une pièce qui soit la plus neutre possible et toujours la même. Donc, je vais vous lire un petit passage. Justement, il faut que je vois où j'en suis. Alors, justement, toujours dans La Condition ouvrière, Simone Weil précise, dans l'expérience de la vie d'usine, elle dit « La succession de leurs gestes n'est pas désignée dans le langage de l'usine par le mot de rythme, mais par celui de cadence. Et c'est juste, car cette succession est le contraire d'un rythme. Toutes les suites de mouvements qui participent au beau et s'accomplissent sans dégradé enferment des instants d'arrêt, brefs comme l'éclair, qui constituent le secret du rythme, et donnent au spectateur, à travers même l'extrême rapidité, l'impression de la lenteur. Au contraire, le spectacle de manœuvre sur machine est presque toujours celui d'une précipitation misérable, d'où toute grâce et toute dignité sont absentes. » Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? C'est-à-dire qu'en fait, l'ouvrier est toujours en train d'essayer d'être à la vitesse
de se mettre à la vitesse requise par ses propres gestes, par l'exécution. Donc c'est une violence faite au corps qui est absolument terrible. Et puis c'est vraiment le signe physique de l'oppression, le passage du rythme à la cadence. Parce que en fait, travailler en rythme, ça signifie travailler librement. Voilà. Ça ne veut pas dire forcément être plus lent ou plus rapide, hein. C'est pas ça du tout. On peut être très rapide en rythme. Voilà. Parce que la cadence, elle n'est pas forcément rapide d'ailleurs, hein. D'accord ? La question là, c'est vraiment la liberté. C'est comment je procède. C'est exact. Alors, je sors une seconde, c'est exactement ce qui se passe par exemple dans les EHPAD, lorsqu'on demande aux personnes qui travaillent de faire 3 minutes par chambre. D'accord ? Alors non seulement, d'abord, 3 minutes par chambre, d'ailleurs je dis n'importe quoi, ça doit être, j'espère que c'est impossible, mais surtout, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est celui du sens, principalement. De la même façon, on passe, pareil, il y a le même glissement qu'elle décrit entre une monotonie qui est propre au travail, hein, le travail des champs ou le travail de je ne sais pas, voilà, n'importe quel travail, ça implique une répétition, une monotonie, une quotidienneté, parfois même de l'ennui, mais qui est très différent de celui qui est imposé à l'usine, puisque la monotonie dont elle parle, donc ce glissement-là, on a glissé de rythme à cadence, on glisse aussi à l'usine d'une belle monotonie, on pourrait dire, à un ennui terrible, parce qu'il exclut la finalité. C'est-à-dire qu'une journée de travail à l'usine, c'est vraiment une journée sans fin, dans tous les sens du terme. Sans fin, c'est-à-dire sans but. Une journée où on est tenu dans une espèce de répétition infinie du même. Vous voyez ? Donc soit on est super poète, mais quand même, il faut. Mais c'est quand même difficile. Et puis, troisième glissement, dont on a déjà parlé hier dans la conférence de Yves Citon notamment, c'est celui de, alors je n'emploie pas du tout les mêmes termes que Yves Citon, mais c'est celui de l'attention. Simone Weil parle d'attention intuitive à la réalité, à la vigilance. C'est-à-dire que à l'usine, malgré tout, il faut être super vigilant parce qu'on a un accident très vite, justement en raison de cette cadence, etc. On peut très vite se blesser, on peut très vite casser la machine, ça j'en ai parlé. Mais cette vigilance, c'est tout le contraire de l'attention. L'attention, au contraire, est une disponibilité au monde. L'attention, c'est une ouverture. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que ça implique une disposition de la pensée. Là où, au contraire, la vigilance, c'est un rétrécissement. Vous voyez, je suis là, je suis coincé, je bloque. Voilà. Donc, là aussi, glissement. Et donc, on pourrait dire, encore une fois, une forme de tentative pour l'ouvrier de transformer au maximum en être non pensant, disons, en choses. Et enfin, on en arrive, alors là, quatrième moment, très important pour Simone Weil. Bon, Simone Weil, vous savez aussi que c'est quand même quelqu'un qui est, disons, peut-être on peut dire une grande mystique aussi. Je ne vais pas en parler maintenant. Mais un concept très important chez Simone Weil, c'est celui de décréation. Alors là, on est dans la décréation, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque, justement, je suis tellement en contact avec la réalité que je disparais. Vous voyez, je ne sais pas si je suis très claire. Ça veut dire que finalement, alors, prends l'exemple, par exemple, d'un enfant qui fait une opération de mathématiques. Eh bien, finalement, lorsque l'opération est juste, finalement, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, qu'importe, c'est la réalité apparaît. Je ne sais pas si mon exemple était... il aurait fallu que Simone Weil le donne à ma place, en fait. Mais, vous voyez, c'est-à-dire que la décréation, c'est le fait que je sois tellement en accord avec la réalité que finalement, je me confonds avec elle. Mais non pas que je sois détruite, mais parce que, justement, il y a une forme d'harmonie. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des musiciens, par exemple, peut-être que vous pouvez comprendre de quoi elle veut parler quand elle parle de décréation. Eh bien, que se passe-t-il à l'usine ? La décréation devient destruction de l'individu. Vous voyez ? Donc, il y a trois glissements, du rythme à la cadence, de la monotonie, la belle monotonie à l'ennui, de l'attention à la vigilance et finalement de la décréation à la destruction. Ce qui l'amène à nous dire, à l'usine, que se passe-t-il ? Les choses jouent le rôle des hommes, les hommes... Non, c'est le contraire. Les hommes jouent le rôle des choses, les choses jouent le rôle des hommes, c'est la racine du mal. Alors, le mot mal, étant bien sûr bien pesé chez Simone Weil, le mal est toujours, au sens moral, bien entendu, au sens de l'indignité de l'homme. Et alors, à plein de moments,
ce qu'elle dit, c'est extrêmement profond. Elle dit finalement, le problème, si vous voulez, c'est que, admettons, prenons au sérieux cette organisation du travail. Il est impossible à un homme de devenir une chose. C'est là aussi où ça fait souffrir. Elle a une expression qui revient aussi très très souvent, page toujours pareil, j'y arrive, elle dit « Combien on aimerait pouvoir déposer son âme en entrant avec sa carte de pointage et la reprendre intacte à la sortie ?» Vous voyez, genre, hop, je suis un homme, pouf, je pose mon âme, je deviens une chose, puis je reviens un homme. Ce qui, donc, en fait, c'est impossible. Alors, c'est impossible dans les deux cas. C'est impossible de devenir une chose, mais c'est aussi impossible de rester un homme. C'est pour ça qu'elle dit que c'est la racine du mal. C'est-à-dire que l'humiliation vécue à l'usine, évidemment que quand je rentre chez moi, je demeure humiliée. Évidemment que cette humiliation me colle à la peau, pour ainsi dire. Je deviens un homme-chose. Alors, il y a quelqu'un qui l'a très bien saisi après Simone Veil. Et d'ailleurs, on en a aussi parlé hier dans la conférence de Valérie Prat, décidément. C'est Gunther Anders, en fait, qui le dit très bien, différemment, bien sûr. Alors, Gunther Anders, qui est un philosophe autrichien, pardon, je sais plus ce que je raconte, moi, juif autrichien, voilà, qui s'appelait d'abord pas Anders, hein, comme vous savez, c'était Stern. Non, vous savez pas, c'est pas grave. Pourquoi? Alors, je parle pas de Gunther Anders. En tout cas, c'est un philosophe extrêmement passionnant, et qui, notamment, a écrit, ça sans doute que vous connaissez, L'obsolescence de l'homme, 2 tomes, notamment, le tome 1 et le tome 1 en 1956, le tome 2 en 1979, et l'obsolescence, hein, vous savez, on en parle souvent pour des objets, hein. L'obsolescence, ça veut dire que c'est complètement inutile, quoi. L'obsolescence de l'homme. Un homme, donc l'homme ne sert à rien, il y a une espèce de renversement ontologique entre l'homme et la chose, et ça fait beaucoup de textes de Anders, en tout cas pour moi, m'ont fait écho à ceux que j'ai pu lire chez Simone Veil. Et Anders, voilà, donc là, il fait part lui aussi de son expérience, je vais aller très vite, hein, sur lui. Donc il explique un peu ce que dit Simone Veil, d'ailleurs, hein, parce que voilà, l'ouvrier donc ne peut embrasser d'un coup d'œil, et non pas d'un coup d'ail, n'importe quoi, la totalité du contexte de production auquel il est intégré. Alors j'ai eu la bonne idée de mettre ça en rose, ce qui fait que vous voyez pas du tout ce que je voulais que vous voyiez. Son propre travail a lieu en quelque sorte dans son dos. Vous voyez. Donc là il décrit un mécanisme qu'on peut bien comprendre, hein, de ce que c'est que le travail à la chaîne. Hop, je vais vite. Et là, ce qui est intéressant, bon, je sais pas pourquoi je vous ai mis Stakhanov à côté, parce que voilà, ouais, Stakhanov, l'ouvrier stalinien, vous voyez, qui n'a pas existé bien entendu. Ce qui est intéressant par contre là, c'est ce que dit Anders, ce que j'ai relevé, c'est son idée de chaplinite. Il parle d'une pathologie, lui aussi rend hommage à Charlie Chaplin, et il dit voilà, en fait, le travail à la chaîne fait que le travail devient une sorte d'application d'exercice non libre, d'accord ? Donc il parle d'une sorte de gymnastique, et fin du texte, en rose, donc invisible pour vous, l'idée que l'homme se fait du travail dans les pays socialistes concorde exactement avec celle qui a cours dans les pays capitalistes. Ce qui signifie que la transformation des rapports de propriété n'a pas conduit et ne conduira pas à un changement au regard des conséquences de la technique. Le discours sur l'humanisation du travail et celui sur le dépassement de l'aliénation ne seront que bavardages tant que nous vivrons dans un monde traversé de part en part, et ceci chaque jour un peu plus par la technique. Donc pourquoi est-ce que je voulais vous lire ce petit passage? Parce que précisément, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, alors, Gunther Anders a beaucoup lu et Marx, hein, et donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas résister à l'exploitation du travail. Il ne s'agit pas de dire non plus que Marx a tort quand il parle de renverser les moyens de production. Oui, mais la vraie propriété, alors c'est la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, si la vraie propriété, la vraie émancipation, ça passe par la technique. On n'émancipera pas les travailleurs si on leur donne pas les moyens de penser ce qu'ils font, c'est-à-dire de comprendre ce qu'ils font. Et là-dessus, effectivement, il y a une concordance assez forte entre Simone Veil et Gunther Anders, sans compter que Gunther Anders se dit lui-même philosophe d'occasion, ce qui ressemble beaucoup quand même singulièrement à ce que dit Simone Veil à propos de la pensée et de la réalité, parce que quand il dit philosophe d'occasion, ça veut dire que c'est les occasions de la réalité qui me donnent
l'occasion de penser. Vous voyez, donc en fait, ils se seraient rencontrés, que ça aurait été super bien, mais elle était morte avant. Donc, j'en arrive au troisième point. Vers les machines souples, et là j'ai mis une image de grève quand même. Donc c'était la grève de 1936 chez Renault, c'est écrit. Parce que effectivement, s'il y a une révolution, elle doit passer par une pensée des machines. Alors, les machines souples, qu'est-ce que c'est? C'est, attendez, hop, c'est là, n'importe quoi. Ce seraient des machines intelligentes qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, évidemment, vous aurez compris, dont on va beaucoup parler demain. Souple, au sens de la pensée, vous voyez, comme la pensée est souple. Donc c'est le contraire de tout ce qu'on disait tout à l'heure, l'objet comme ça qui casse, qu'on comprend pas, qui est devant nous. C'est ça, voilà, ce qu'elle entend par machine souple. Et en effet, c'est cette souplesse qui va révéler l'intelligence. Et Simone Veil ne fait pas partie des penseurs qui pensent qu'il faut jeter les machines, pas du tout. Hein. Elle ne pense pas du tout qu'il faut revenir à l'artisanat fantasmatique en fait de avant l'ère industrielle, pas du tout. Par contre, elle pense que si la machine, en quelque sorte, si je prends vraiment une distinction hyper classique en philosophie, doit réellement devenir ou redevenir ou être un outil, tout simplement. C'est-à-dire permettre effectivement le dévoilement du monde, permettre de sortir de ce qu'elle appelle le monde de Proté, c'est-à-dire un monde que je comprends pas, un monde plein de formes que j'arrive pas à mettre en ordre. Et donc là-dessus, effectivement, elle va communiquer avec Jacques Lafitte dont on a parlé hier, et qui est un mécanologue pour lequel elle a de l'admiration parce que précisément il lui semble avoir posé la bonne question, notamment celle de la place du régleur. Et hier aussi on en a parlé lorsqu'il était question de distinguer appareil et machine, pour ceux qui étaient présents à la conférence de Yves Citon, parce que le régleur justement lui au moins il sait, il fait de la machine un appareil, et à partir du moment où on fait de la machine un appareil, eh bien cela signifie qu'on peut précisément comprendre son fonctionnement. Alors, je vais juste lire un petit passage justement de la correspondance de Simone Veil avec Jacques Lafitte, pareil que vous trouvez dans La Condition ouvrière. Hein. Voici sur quelques points, il me semble apercevoir une correspondance entre les idées exprimées par vous, elle s'adresse à lui, et mes préoccupations propres. Au lieu d'opposer stérilement le machinisme à l'artisanat. Il faut chercher une forme supérieure de travail mécanique où le pouvoir créateur du travailleur est un champ plus vaste que dans le travail artisanal. Il ne faut pas tendre à réduire indéfiniment la part du travail dans la vie humaine au profit d'un loisir qui ne satisferait aucune des hautes aspirations de l'homme, mais faire du travail un moyen pour chaque homme de dominer la matière et de fraterniser avec ses semblables sur un pied d'égalité. L'organisation du travail doit réaliser la combinaison de l'ordre et de la liberté. Les machines doivent, au lieu de séparer l'homme de la nature, lui fournir un moyen d'entrer en contact avec elle et d'accéder quotidiennement au sentiment du beau dans toute sa plénitude. Voilà. Donc il faudrait que la machine soit un moyen efficace, machinique sans doute, de lier les hommes entre eux, lier les travailleurs entre eux et lier les hommes au monde ou à la nature. Donc elle n'est pas, voilà. Donc ensuite, alors là, je vais faire semblant de comprendre, et c'est vraiment nul parce que je parle des machines avec, je me suis comme Jaco là, en fait, donc ça va pas du tout. Il y a une inversion là, vous, si ça se trouve, vous allez tout de suite, après, bon bref, toi tu sais. Il y a une inversion sur laquelle Simone Veil revient très souvent entre les suites et les séries. Ok ? Alors voilà, vous dites oui, moi j'ai compris, bah voilà, vous avez bien de la chance. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait laisser, en gros, par contre j'ai compris ça, aux machines tout ce qui est de l'ordre de la répétition, donc des séries, et permettre aux ouvriers, eux, d'exprimer leur intelligence et donc d'être du côté des suites. Ça va ? Donc ça c'est la suite de la lettre de Jacques Lafitte et de Simone Veil. Donc techniquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une réforme de la condition ouvrière passe par une réforme des machines. Et que la machine peut tout à fait devenir un levier de la résistance ouvrière. Et donc, justement, on en arrive à cette espèce de tableau idéal. Hein, la distance entre ouvrier et ingénieur tendrait à s'effacer de manière que les deux fonctions puissent peut-être être assumées par un seul homme.
donc le fameux régleur. Donc le travail libre, c'est très simple finalement, c'est un travail où intellectuel et manuel se rencontrer, où en fait, en gros, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Ça peut sembler extrêmement modeste comme ambition, mais c'est quand même ce qui garantit la liberté. Et ensuite, bah oui, si je m'arrête là, bah j'ai pas fini. Hein. Bientôt. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire qu'effectivement, la machine était un levier pour penser l'humiliation comme fait capital, qui est le fait capital qui, pour Simone Veil, est le renoncement à la pensée. Et donc, la résistance passe nécessairement par ce qu'elle appelle le silence des machines. Et ça, elle l'écrit dans un texte qui est absolument merveilleux, qui s'appelle La vie et la grève des ouvriers métallos, qu'elle écrit en 1936, où là, on entre à l'usine et c'est une occupation d'usine. Et tout le long, elle dit joie. Joie, c'est ça. Joie, alors qu'on sait que c'est pas gagné. Hein. Pour l'instant, on est en 1936, certes, mais les accords de Matignon ne sont pas signés. Il est probable que bientôt, ça recommence. Mais elle décrit cette joie comme un moment où on redresse la tête et où on va habiter l'usine, justement. Donc, on fait rentrer femmes et enfants, on réfléchit, on se parle, parce que jusqu'alors, on ne peut pas se parler. Et surtout, de manière significative, revient l'idée qu'on peut faire tout ça parce que les machines sont silencieuses. Voilà. J'ai fini.